Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau & Associés. Il y a une quinzaine d'années, je faisais une série d'articles puis un ouvrage sur l'histoire des mers. Aujourd'hui, je m'amuse à faire une série de vidéos à ce propos. Et arrêtons-nous en 1789, ou plus précisément le 5 mai 1789. Le roi ouvre les états généraux du royaume avec pour but de réussir enfin à réformer la fiscalité et l'administration de ces états, y compris bien sûr au niveau local. La suite de l'histoire est connue, la machine s'emballe, les idées s'enflamment, le sang coule. Le 1er juin, l'Assemblée des États généraux se proclame Assemblée nationale et 3 jours plus tard, c'est le serment du jeu de paume. Paris est en armes, les rumeurs les plus folles courent les campagnes, se répand ce qu'on a appelé la grande peur, et donc on conduit directement à l'abolition des privilèges des communes et des communautés villageoises. Car dans la fièvre de cet incroyable été 1789, les membres de l'Assemblée nationale, de la Constituante donc, en préalable à toute nouvelle constitution, à tout nouveau contrat social, veulent proclamer les droits de l'homme et du citoyen. C'est un monde nouveau qu'il s'agit de bâtir en harmonie avec l'état de nature. Du passé, il faut donc faire table rase. Donc, dans la chaleur de la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée vote l'abolition des privilèges, une véritable révolution sociale. Pour tout le monde, c'est « Ah bah oui, c'est la fin des pouvoirs des seigneurs et des colombiers, etc. » C'est beaucoup plus subtil que ça. Et beaucoup plus compliqué. Le privilège, c'est un élément du statut de chaque groupe social, de chaque sujet du roi. Chaque membre d'une corporation et ou d'un lieu disposait de ses droits propres, de son régime juridique à soi, ses privilèges. Le 4 août 1789, chaque commune, communauté villageoise, ville, paroisse, prévôté, etc. voit disparaître ses statuts, ses libertés, ses spécificités, autant de droits, souvent conquis de haute lutte contre les pouvoirs féodaux du Moyen-Âge, qui disparaissent au profit d'un statut unitaire et égalitaire à bâtir sur tout le territoire du royaume. Au plan juridique et administratif, dès le 5 août 1789, il n'y a plus de pouvoir local, il n'y a plus rien. Il faut rebâtir sur les décombres du passé. Les hommes de 1789, fils du siècle des Lumières, sont rationalistes. Parfois à l'extrême. On voit des députés rivaliser d'esprit mathématique dans leurs projets pour la France. Pour les uns, Duport, Sieyès, Touret, c'est géométriquement qu'il faut découper la France. On va faire des grands carrés, et les départements seront des grands carrés, subdivisés en plus petits carrés les cantons, et encore plus petits carrés les communes, le tout au carré avec des angles droits. Pour d'autres, comme Barrère, reprenant des idées de l'élite Tollendal, le nouveau découpage doit plutôt être une égalité, mais arithmétique, sur le nombre d'habitants entre collectivités de même strate. Seul, ou presque. Mirabeau, en tout cas dans un premier temps, Mirabeau fait résonner sa voix de tribun en faveur d'un découpage assis sur l'histoire, sur la géographie physique, maintien des anciennes provinces, ça il ne l'obtiendra pas, subdivisé en nombreux départements, en sein desquels serait créée une commune pour chaque communauté, paroisse ou commune préexistante. Le 9 décembre 1789, l'Assemblée se rallie à l'avis de Touret sur le fait de faire un nombre limité de départements, mais ne se rallie pas à ses projets géométriques. Et le niveau d'en dessous, me direz-vous, eh bien Mirabeau parvient à convaincre les députés d'adopter l'article 7 de la loi du 22 décembre 1789. Il y aura une municipalité en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne. Naissent ainsi 44 000 communes en France. Nos 34 965 communes françaises contemporaines sont les héritières directes de celles créées en 1789, avec des échelles qui sont souvent plus petites que les bonnes villes ou les communautés villageoises rurales antérieures d'ailleurs. Alors pourquoi avoir choisi cette échelle-là ? Eh bien, d'une part parce que c'était le niveau de vie, le lieu de vie des gens, on était tourné sur la paroisse pour sa vie quotidienne, et on dirait social aujourd'hui. Et d'autre part, tous les bâtiments de la ferme générale avaient brûlé. Alors pour lever les impôts, il nous reste quoi ? Le registre du curé. La paroisse est donc la bonne échelle. Ainsi, le choix de la paroisse n'avait-il évidemment pas été le fruit d'une conversion du libertin Mirabeau à la paroisse en tant qu'institution ecclésiale, mais un choix pragmatique et fiscal. En France, quand on réforme, il y a toujours une problématique fiscale quelque part. Ce legs de morcellement communal constitue un héritage structurant dans notre vie locale. Nous avons beaucoup de communes petites par rapport à quasiment tous nos voisins, ou quand nos voisins ont beaucoup de petites communes, l'Autriche ou autre, eh bien c'est en général avec peu de compétences. Or, en France, on a décidé de garder les communes petites, mais de leur donner beaucoup de compétences, quitte à tempérer ça avec des mouvements intercommunaux, faute d'avoir réussi à fusionner avec la loi Marcellin en 1971.
Mais revenons en 1789, notamment les 14 et 22 décembre. Et ben voilà, ça y est, on a nos nouvelles institutions locales. Chaque commune a un corps municipal, l'ancêtre du conseil municipal, avec 3 à 21 membres, élus au suffrage censitaire. Le maire, lui, est directement élu, non pas par le conseil municipal, mais par les électeurs de la commune. Mais il sera membre du conseil municipal, du corps municipal, pardon, lequel dispose de vastes compétences communales, y compris pouvoir de police, et de l'État, dont la répartition des impôts, des travaux publics, etc. Ce corps municipal se réunit au moins mensuellement, au besoin avec les notables, le conseil général de la commune, et parfois avec la traditionnelle assemblée générale des habitants qui est maintenue, nous en avons parlé dans des vidéos précédentes. Et puis, une institution originale est créée, le procureur de la commune, qui est désigné également par les électeurs municipaux, mais qui est à part. Son travail est de représenter les habitants et le roi, une sorte d'arbitre et d'avocat de l'ensemble des habitants. Aucun échelon local, on a de tutelle de l'État. Pourquoi? Parce que la tutelle se fait entre collectivités. Au-dessus de la municipalité, on a les élus du district, 3 à 6 districts par département, donc sorte d'arrondissement un peu plus petit en général. Et en fait, le département fait une tutelle sur la municipalité, mais via les avis des élus du district qui font remonter les problèmes et servent en réalité aussi à les redescendre. On a un système donc pyramidal mais un peu complexe qui est mis en place avec à la tête de l'édifice, dans chaque département, un conseiller élu et un directoire puissant. Alors, ce régime était trop innovant, audacieux, peut-être un peu trop complexe aussi, pour être en mesure de résister aux bouleversements politiques des années qui suivront. Mais l'institution communale moderne était fondée sur un ressort géographique un peu étroit, y compris par rapport à ce qui se faisait avant dans un grand nombre de territoires. Mais tout ceci va être haché menu par la tempête révolutionnaire. Nous le verrons dans nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt, au revoir.